Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a officiellement nommé un Premier ministre il y a 48 heures. Monsieur Lamine Zen Ali Mahaman, qui, de l'avis de nombreux observateurs, est un technocrate chevronné et qui répond parfaitement à tous les profils. À présent que le Premier ministre est connu, il ne reste plus que la formation d'un nouveau gouvernement que tous souhaitent, de techniques et composé d'hommes et de femmes qui ont une compétence avérée pour s'atteler à la tâche et relever les défis multiples et multiformes. Transition sur les rails, quels sont les grands chantiers qui attendent le nouveau gouvernement? C'est le thème de notre plateau de ce soir. Nous avons comme invité pour ce débat professeur Tarno Maman, maître de conférence agrégé du CAMES, spécialiste en économie de développement, enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Monsieur Bounti Diallo Amadou, enseignant-chercheur à la retraite. Monsieur Abbas Mahaman Falalou Mouktari, tout nouveau secrétaire général du bureau exécutif national du syndicat des agents des impôts. Et enfin, M. Ousseini Koudizé, acteur de la société civile. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons parler des chantiers qui attendent les nouvelles autorités de la transition, où les attentes des populations sont nombreuses et où tout ou presque tout est prioritaire dans le pays. Première question, quels sont, selon vous, les premiers chantiers dont la transition devrait se pencher très rapidement? Professeur, on commence par vous. Oui, merci, Monsieur Abdoulaye, pour cette invitation. Je vous suis très reconnaissant D'accord. De me retrouver, en tout cas ici, ce jour, et donc pour échanger sur la thématique que vous venez de décliner. Très bien. Donc, comme vous l'avez dit à la fin, nous sommes dans un pays, en tout cas, où pratiquement tout est prioritaire. Ouais, voilà. Tout est prioritaire, il n'y a pas un seul domaine que nous avons réussi, en tout cas, après 63 années d'indépendance, à apporter en tout cas à finaliser, c'est-à-dire à développer de façon satisfaisante. Tout est un chantier, tout est, j'allais dire, à refaire. D'accord. Et effectivement, dans ce contexte où il y a un changement brutal de régime, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que les nouvelles autorités doivent faire très rapidement et qui correspond vraiment aux attentes des Nigériens dans leur large majorité. D'accord. C'est une question très très importante. Alors moi, quand j'ai réfléchi à la question, je me suis dit que on peut voir ces chantiers-là, ou on peut les classer en deux ordres. Les chantiers que je peux considérer comme immédiat, c'est-à-dire ce qu'on doit faire dans l'immédiat. Dans l'immédiat, tout à fait, oui. Et ce qui peut relever les chantiers qui sont à caractère structurel. D'accord. Et qui demandent un investissement de longue durée. Donc, par rapport au premier ordre du chantier, j'ai pensé d'abord au discours, même je vous renvoie au discours ou à la déclaration faite par le CNSP au lendemain, voilà, tout à fait, au lendemain, dans lequel il est revenu sur les raisons qu'ils ont poussé, si vous voulez, à agir. Si ma mémoire est bonne, ils ont parlé de deux problèmes. Le premier, c'est le problème d'insécurité, l'aggravation de la situation sécuritaire dans notre pays. D'accord. Et la deuxième raison, je crois que c'est le problème de malgouvernance. Et dans la malgouvernance, c'est tout un paquet de choses. D'accord. Alors, si je prends la question de l'insécurité, il faut reconnaître que c'est quand même un problème qui est allé en se
complexifiant, en s'aggravant, depuis que ça a commencé, je crois, au début du mandat, depuis le début de la 7e République. Tout à fait, oui. On se rappelle, je crois que ça a commencé à Difa, c'était un épiphénomène, puisque Boko Haram ne s'intéressait pas tellement au Niger. C'est après coup, avec, j'allais dire, les provocations répétées de nos autorités, que Boko Haram s'est aussi retourné contre notre propre pays. Sûr, et on connaît la suite. Voilà. Maintenant, consécutivement à l'intervention de l'OTAN en Libye, donc un autre foyer s'est créé au Mali, et ça a eu un effet métastase qui a fini par toucher notre pays et d'autres pays encore. Tout à fait, oui. Et pour notre pays, on a vu la posture du gouvernement. La 7e République, c'était d'abord c'était une attitude négativiste. Ils ont essayé de façon, j'allais dire, démagogique, de nier. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un phénomène généralisé. Niamey est quasiment encerclé. Des villages sont démembrés. Des gens ont dû abandonner leur village. Des écoles fermées, des chefs de village égorgés ou en tout cas astreints à payer l'impôt, etc., etc. C'est une situation vraiment indescriptible. Très bien. Donc, nous sommes dans une situation d'insécurité, comme le CNSP l'a dit, inquiétante, où il fallait quand même faire quelque chose. Et on a vu que ce que le gouvernement a également fait, c'était de sous-traiter notre sécurité avec des puissances étrangères qui sont des puissances d'occupation. C'est en tout cas ce que les Nigériens, c'est le ressenti des Nigériens dans leur majorité. Et on ne peut pas avoir une solution satisfaisante lorsque on compte pour juguler l'insécurité en comptant sur ceux-là même qui l'ont engendré. Très bien. Donc de ce point de vue, j'estime que le CNSP a bien ciblé le problème. D'accord. Deuxième problème, si vous me permettez. Oui, allez-y vite, comme ça. C'est le problème de la malgouvernance. Et la malgouvernance, nous la connaissons très bien. Le pays est mis en coupe réglée. Beaucoup de secteurs sont complètement délabrés. L'extérieur ne le sait pas parce que les acteurs nigériens, surtout de la société civile, les acteurs, les syndicats, beaucoup ont baissé la garde, ils ont suivi, ils ont participé, certains de leurs responsables sont nommés, donc ils ont, la voix du Niger ne portait pas. Et les partis politiques étaient carrément tous de l'opposition étaient démembrés. Non, ils ont été démembrés. Ici, on a vu un moment où les partis comme le MNSD, quand ils étaient dans l'opposition, on leur avait refusé de tenir leur congrès ici à Niamey. Et l'Oumana, c'était la même chose. Ils ont dû tenir leur congrès hors de Niamey, dans la brousse. Ça, tout le monde se rappelle. Très bien. Des députés qui ont carrément... Bref, les chemins, les infrastructures, tout ce qu'aujourd'hui le pouvoir le pouvoir des faits présente comme des réussites. D'accord. N'est-ce pas? Les chantiers, mais tout le monde a vu que c'est des éléphants blancs. Bref, la corruption, et le népotisme, etc., etc. C'est le lot quotidien des Nigériens depuis 2011. D'accord. Pratiquement. D'accord. Donc, peut-être je voulais dire, je voulais finir. Dans les détails. On va revenir dans les détails. Voilà. Mais je vais dire que quand on regarde tout ça là, ça a des conséquences, ça a des implications. Et le CNSP doit relever ces deux grands défis. D'accord. Et je ne sais pas si c'est le lieu de parler de ces implications ou si je dois attendre. Oui, on va voilà, merci beaucoup. Merci, professeur. Monsieur Bounti. Je vous remercie. Effectivement, moi, je vais ajouter par rapport à ce qu'il a dit, puisque au moins, on a l'avantage que le président du CNSP, dès sa prise de pouvoir, dès son premier discours, il a dressé un tableau de la situation. Bien sûr. Et on est tous d'accord avec lui que, en tout cas, voilà, le premier défi auquel notre pays est confronté, c'est le défi sécuritaire. Tout à fait. Et ce défi sécuritaire-là, il l'a dit, on a tenté de
de le relever avec des forces qui aujourd'hui s'avèrent n'être pas de notre côté ou sur notre territoire, justement pour combattre le terrorisme. Aujourd'hui, on sait que les forces étrangères qui sont sur notre territoire, en réalité, ils sont là pour défendre des intérêts particuliers et que la lutte contre le terrorisme, c'est le dernier de leurs soucis. D'accord. Je pense qu'avant d'attaquer donc la résolution de ces deux problèmes-là, il faut déjà, dès demain, ou dès la mise sur pied du gouvernement, que le CNSP s'attelle à lever le blocus imposé de manière injuste et inhumaine par les forces dites de la CEDEAO. Parce que tout va être conditionné par cela. Aujourd'hui, vous savez que depuis une semaine, de manière tout à fait hontée, des chefs d'État qui eux-mêmes n'ont jamais été des modèles de démocratie dans leur pays, nous imposent un blocus au nom de valeurs dont nous ignorons en tout cas les contenus. Donc il faut dès demain... dès la formation. J'espère demain d'abord qu'ils vont revenir, s'il leur reste encore un peu de conscience, ils vont revenir en arrière pour lever le blocus. Au niveau de la CEDEAO. Au niveau de la CEDEAO. Si le blocus est levé, je pense qu'on peut négocier n'importe quoi et n'importe quand. Donc, maintenant, en ce qui concerne donc le problème sécuritaire, tout le monde aujourd'hui, c'est même celui qui est dans le village, il sait que les forces étrangères ne sont pas là pour lutter contre le terrorisme. Ni la CEDEAO d'ailleurs, qui, lorsque nous avons été malmenés par les terroristes, on a adressé une demande à la CEDEAO n'avait pas de troupes pour nous aider. Mais aujourd'hui, elle dit avoir des troupes suffisamment pour venir nous bombarder. C'est un paradoxe. Donc je pense quand même que ce premier aspect-là, le président Tchani a dit, vraiment c'est un problème qui leur tient à cœur et il l'a dit donc dans son premier discours. Dans le message à la nation. Maintenant, le deuxième aspect, c'est la gouvernance. Je pense que c'est toute une refonte qu'il va falloir engager. Il faut d'abord refondre la mentalité des Nigériens. Que l'activité politique cesse d'être l'activité la plus lucrative du pays. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les gens se sont rendus compte que la politique rapporte plus que le commerce. Tout le monde a abandonné le commerce et la création d'entreprises pour... Je pense que déjà à ce niveau-là. Maintenant, s'il faut rentrer dans les détails, moi je vais vous dire que comment dépolitiser déjà l'administration. Dépolitiser l'administration, ça veut dire qu'il faut revenir aux valeurs de gestion de l'État. Et les valeurs de la gestion de l'État supposent qu'on mette en tout cas à la tête des entités des gens qui ont été formés pour ça. Ça veut dire que moi, de mon point de vue, je propose quand même quelques pistes avant de passer la parole. Moi, je pense qu'il faut réhabiliter l'École nationale d'administration. Ça, c'est la première des choses. Surtout la formation d'administrateurs. Parce qu'on ne peut pas gérer un pays avec des amateurs. Les administrateurs vont être formés à l'ENA. C'est eux qui, désormais, vont prendre en charge les gouvernorats et les préfectorats. Ce ne seront plus des postes politiques ou des postes occupés par des politiciens acharnés qui ne font des raids que sur les finances publiques. Il va falloir donc que ceux-là qui doivent de l'argent à l'État, qu'ils le payent, quelle que soit la manière par laquelle on va passer pour récupérer cet argent-là. Je pense que dans la foulée, les administrateurs civils qui aujourd'hui nous écoutent doivent déjà mettre sur pied un ordre comme les médecins. C'est des gens qui ont été formés pour l'administration. Ils doivent mettre sur pied un ordre donc des administrateurs civils. Je pense qu'il faudrait qu'on prenne en compte en tout cas un certain nombre d'aspirations, surtout créer des spécificités, en tout cas financières, pour les jeunes et les femmes, parce que ce sont ces couches-là qui sont les plus vulnérables du pays. Il faudrait que quand des postes sont vacants, parce qu'on va revenir même sur les postes des directeurs, je pense qu'il va falloir désormais que les gens présentent en tout cas un cahier de charges. Si l'individu ne peut pas remplir le cahier de charge au bout d'un an, on le débarque. Il n'y a plus de... Voilà. Quand les gens vont se rendre compte que tous ces postes-là ne sont plus politiques et que ce ne sont plus des postes où ils vont gagner de l'argent, je pense qu'ils vont... Et maintenant, même les postes de députés, je crois qu'on ne peut plus ramener des analphabètes au XXIe siècle. On ne peut plus amener des hommes d'affaires au XXIe siècle. Les gens qui ont des dossiers à la justice ou aux finances ou un peu partout, on ne peut plus les ramener. Il va falloir donc, il faut mettre des critères assez sélectifs qui feront que... Et en plus, c'est que ces députés-là, il va falloir aussi qu'on leur fixe des indemnités qui ne vont pas être des indemnités exagérées. Et on va fixer le nombre de conseillers par institution pour que personne ne...
même les véhicules de fonction, peut-être qu'il faut une commission d'achat des véhicules. On va fixer le type de véhicule dans lequel les ministres vont circuler. Tout ministre qui va au-delà, je pense que la loi, on va élaborer une loi qui fera que dès qu'on va découvrir qu'il est allé au-delà, on peut le débarquer, quelle que soit son appartenance politique. Donc voilà, je pense qu'avec le temps... Oui, on va revenir dans le débat. À votre niveau, Abbas, qu'est-ce que vous allez vous répondre? Donc je vous remercie, M. Abdallah, pour cette invitation autour d'un thème extrêmement important. La transition sur les rails, quel chantier, disons quels sont les grands chantiers de la transition. Bien sûr. Donc des autorités du CNSP. Donc avant de vous répondre, permettez-moi d'apporter un éclaircissement sur l'intervention de l'ancien institut du SNAI. Oui, qui était donc, sur le plateau. Oui, effectivement, sur le plateau. Si j'ai bonne mémoire, c'était le 4 août 2023. Voilà. Donc, par rapport à l'affiliation du SNAI, donc je rappelle que le SNAI est affilié à la centrale la plus représentative du Niger, la Confédération démocratique du travail du Niger, CDTN, où nous sommes partie prenante. Le SNAI est membre fondateur de la CDTN depuis 2000 ou 2001. Donc, ça fait pratiquement 23 ans. Donc, où toutes les décisions sont prises conformément au statut règlement intérieur de notre confédération et de façon démocratique. Très bien. Voilà. Donc, par rapport au thème, je pense que c'est un thème qui a été choisi. En tout cas, face aux sanctions actuelles de la CEDEAO, justement infligées à notre pays. Et même de certains pays occidentaux. Et de certains pays occidentaux qui cherchent pratiquement à profiter de nos ressources, parce qu'il faut les dire effectivement. Donc, là, c'est pas bien. Et actuellement, on sent que c'est la population qui est en train de souffrir. Tout à fait. Donc, c'est comme si c'est, disons, la population qu'on attaque, directement. Et là, c'est pas bien. Vous voyez. Maintenant, nous, au niveau de la Direction générale des impôts, nous allons mettre les moyens, parce que quand on parle de chantier... Je suis certain que tous les yeux sont rivés sur la DGI, ou sur les régies financières, la douane, etc. Donc le ministère des Finances... d'une manière générale. Pour relever les défis. Très bien. Donc les défis sont multiformes. Comme vous l'avez dit dans votre chapitre introductif, il y a le défi sécuritaire. On ne peut pas amorcer un élan de développement durable sans sécurité. Sans sécurité, tout à fait. J'ai servi à Télabéry pendant au moins 7 ans. Il y a des zones qui échappent au contrôle de l'État. Carrément. Vous voyez, on ne peut pas aller recouvrer de l'argent au profit de l'État. Et là, ce n'est pas intéressant. Très bien. Donc, vraiment, on souhaite qu'il y ait la sécurité, d'abord sur l'ensemble du territoire national, parce que sans sécurité, on ne peut pas parler de développement. Tout à fait. Tout à fait. Disons, tout à l'heure, le professeur a parlé de priorité dans tous les domaines. Effectivement, nous sommes dans un pays où pratiquement tout est prioritaire. Les domaines de la sécurité, l'éducation, la santé, disons l'agriculture, l'élevage, etc. Tout à fait. Donc nous devons mettre l'accent disons, sur tous ces points pour que le Niger soit un pôle attractif. Donc disons, en matière socio-économique, culturelle, etc. Très bien. Voilà. Donc la DGI, en tant qu'administration apolitique, parce que le débat politique est interdit à la Direction générale des impôts. On a une mission commune, celle de mobiliser les ressources fiscales. Très bien. Disons, pour financer les projets de développement de notre pays. Bien sûr. Donc, si les gens mettent la politique, c'est qu'on va échouer. On a une patrie commune, le Niger, donc on doit s'investir pour mobiliser les ressources au profit de nos populations. Je vous remercie. On va revenir sur certains aspects de l'État. Monsieur Hussein, vous Merci beaucoup, Monsieur Tchemogo. Merci pour l'invitation. Alors, pour moi, la société civile est vent de vous depuis les événements là, donc pour apporter aussi sa contribution. Bien sûr. Très bien. Alors, pour moi, dans l'immédiat ou je dirais dans le court terme, je vois 3 grandes actions. D'abord, le retour effectif de la paix. Les autres intervenants l'ont dit, au risque de me répéter, il faudrait que nos frontières soient immédiatement sécurisées. Pour penser à quoi que ce soit. Et au-delà de nos frontières, il faudrait également que nos villes et villages à l'intérieur de nos frontières soient sécurisés. Parce qu'aujourd'hui, le phénomène ne prend que de l'ampleur par rapport aux attaques dans nos villes. À Niamey, à 19h, il y a des ruelles que vous ne pouvez pas vous hasarder à les emprunter à moto ou à pied. Même dans la capitale. Même demain, parce que je pense que des mesures ne seront pas prises d'ici demain. Et bien même demain, il y a des ruelles, M. Tchemogo, que vous ne pouvez pas emprunter à moto ou à pied. Donc, au besoin,
et nous avons déjà l'aval de nos pays amis, en l'occurrence le Burkina et le Mali. Oui, nos voisins directs, donc, pour moi, le nouveau gouvernement et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie doivent faire appel à n'importe quelle autre puissance pour nous aider. Ça peut être un renseignement tout court, ça peut être un équipement, ok, mais il nous faut nouer de nouvelles relations stratégiques et militaires pour enrayer au niveau des 3 frontières avec le Mali et le Burkina, l'insécurité sur nos frontières. C'est une question de survie, de survie du peuple, mais aussi sur les autres frontières, puisque d'après les dernières nouvelles, l'insécurité n'est pas totalement instaurée sur la bande sud de Maradi, si ma mémoire est bonne, autour de Madaroufa. Bon, à Difa encore, je ne suis pas sûr que ça soit éradiqué. Alors, dans cette lancée de sécuriser nos frontières, il faudrait que le nouveau gouvernement songe tout de suite à faire retourner les populations déplacées. C'est ainsi seulement que la DGI peut espérer recouvrer des choses. Et il faut que nos enfants et nos jeunes frères retournent sur les bancs de l'école. Tout à fait. Nous tous, nous sommes là réunis à parler la langue de Molière parce que nous avons été à l'école. On est à quelques semaines, donc c'est vraiment la priorité des priorités. Il faut que la zone soit sécurisée, il faut que la population soit rapatriée dans leur zone et sécurisée en même temps pour qu'on puisse parler de choses. Deuxième priorité dans le court terme, c'est la remise des Nigériens au travail, notamment ceux-là de l'administration publique. J'ai toujours évolué dans le privé. Mais vous ne vous croirez pas au XXIe siècle ou dans un pays civilisé ou dans un pays dont les fils ont l'amour du pays, quand à 8h30, vous ne trouvez personne au niveau de certaines administrations de notre pays. Ah oui? Oui, M. Tchemougou. À 8h30, vous avez des administrations publiques au Niger où vous ne trouvez personne. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La remise des Nigériens au travail, tout simplement. Mais on parle toujours de remise. Ok, maintenant c'est à la nouvelle équipe. On a entendu beaucoup de fois parler de cette remise. Si vous permettez, pour la mise en œuvre de toutes les mesures que lorsque j'ai eu l'écho du sujet, j'ai effectivement essayé de décliner comment mettre en œuvre ces mesures-là. Nous allons arriver au moment de la conclusion. Maintenant, le troisième ou la troisième grande action dans l'immédiat, c'est vraiment notre indépendance énergétique. Très bien. Dans le cadre de la préparation de ce débat, j'ai eu à discuter avec des gens et ils m'ont dit, par exemple, que le désert du Niger, qui fait autour de 400 000 km², le désert de l'Australie, c'est plusieurs déserts, autour de 1 300 000 km², sont les espaces au monde les plus ensoleillés. Et ces 2 espaces-là peuvent fournir la planète entière en énergie. C'est peut-être à vérifier, mais voilà ce que j'ai appris. Alors, pour le cas du Niger, avec le charbon qu'on peut exploiter pour produire de l'électricité, avec le gaz qu'on laisse évaporer dans le désert, eh bien, pour moi, même s'il faut tout bloquer, à part la santé, eh bien, il faut qu'on aille à l'indépendance énergétique dans les 2-3 mois à venir. Donc voilà, et dans un premier temps, pour le court terme. On viendra après pour le moyen et long terme. Très bien. Merci. On va évoluer. On a demandé, en tout cas, on a vu un peu les quelques grands chantiers que le nouveau gouvernement doit mettre en œuvre. Maintenant, dans les détails, on va un peu dans les détails pour savoir concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Merci Abdoulaye. Vraiment, le débat est bien structuré, c'est bien. Merci. On va bien s'exprimer. Très bien. Donc, moi, et ce qui ressort, en tout cas des déclarations, c'est que ce sont les deux problèmes qui ont motivé le coup d'État. Très bien. Il faut, en tout cas, que le CNSP, d'ici là, puisse, en tout cas, apporter des réponses. D'accord. Par rapport au chantier sécuritaire, ça a des implications. La durée de la transition. Quand est-ce que on parviendra, en tout cas, à juguler l'insécurité? Quand on sait que notre pays fait face est dans une guerre hybride. On ne connaît pas très bien le visage de ceux qui sont en face de nous, même si on connaît les commanditaires. Souvent, ce sont nos frères, ce sont nos enfants, ce sont nos amis, etc., qui sont manipulés. Donc,
En lien avec la question sécuritaire, il faut voir la durée de la transition qui certainement fera l'objet de débats. Bien sûr, bien sûr. Certains pensent que ça va être... la transition doit être courte, mais si elle est courte et que l'insécurité n'est pas jugulée, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, oui. On va organiser des élections parce que nous tenons beaucoup à la démocratie, au risque que ces démocrates-là encore nous ramènent dans les mêmes travers. Donc, ça, c'est des questions. Oui, bien sûr, c'est des questions. Ensuite, la démocratie elle-même, que les gens appellent de tous leurs voeux, est-ce qu'on doit continuer dans la même lancée? C'est-à-dire cette démocratie tropicalisée. Ne faudrait-il pas prendre le temps nécessaire qu'il faut pour détropicaliser notre démocratie, la mettre sur les rails, la refonder, c'est un mot cher à mon ami qui est à gauche. Bien sûr. Très bien. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que si on doit réduire la démocratie aux élections, et à l'élection du président, et des députés, etc., à coup de corruption, parce que on achète les voix, et à coup de trucage, à coup de braquage, et vous installez au pouvoir non pas des gens qui sont porteurs des projets de société fiables, mais des gens qui ont financé et qui viennent s'installer à l'Assemblée, juste comme caisse de résonance, ce qui les prédispose justement au chantage du président, qui peut justement mettre dans sa poche et le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Donc, on va revenir à la case départ. D'accord. Donc, c'est-à-dire, les chantiers là qui attendent la transition, moi, je les vois sous cet angle-là. Très bien. Combien de temps cette transition va-t-elle durer? Oui, ça, on verra plus tard dans les quel type de démocratie devrons-nous mettre en route? Tous les acteurs. Oui, quel type de démocratie devrons-nous mettre en route? Parce que c'est tout ça là qu'il faut toiletter. Il faut revoir tout ça là. D'abord. Nous avons besoin de la démocratie, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut d'abord baliser? Comment est-ce qu'il faut la concevoir pour que demain, on ne retombe pas dans les mêmes travers? D'accord. Maintenant, à moyen et court terme, parce que c'est en lien, on ne s'attend pas à ce que le CNSP développe le Niger en l'espace d'une transition. C'est impossible. Bien sûr. Donc, il y a des choses que le CNSP devrait lancer. D'accord. Il y a des jalons à jeter. Et je crois que les intervenants qui m'ont précédé ont eu à le dire. Par exemple, en ce qui concerne l'énergie, je suis certain que le Niger doit, à moyen ou long terme, assurer ou conquérir, ou comment vous l'appelez, en tout cas, le Niger doit tout faire pour avoir la souveraineté sur ses ressources naturelles. Ok. Ça, c'est quelque chose. Et déjà, nous voyons les signes avant-coureurs de par les premières mesures qui ont été prises. Bien sûr. Parce que le CNSP est en train de remettre en cause certains contrats, certaines conventions. Ce qui nous met dans la bonne perspective. Ensuite, en dehors de la souveraineté énergétique, la souveraineté sur nos ressources, que les ressources du Niger appartiennent d'abord au Niger et qu'elles soient exploitées pour le bonheur des Nigériens. Ça doit être la priorité. Deuxième souveraineté à reconquérir ou à conquérir, c'est notre souveraineté monétaire. D'accord. Ça aussi, c'est un chantier qui est ouvert et je crois que le Niger devrait, en tout cas, développer de concert avec les pays qui nous ressemblent, le pays voisin, le Burkina, le Mali et les autres qui souffrent comme nous. Ensuite, il y a l'indépendance économique qu'il ne faut pas négliger. Ah oui, mais écoutez, nous aspirons à un développement, donner du travail surtout aux plus jeunes. Et des universités sortent des milliers de Nigériens avec des nouveaux diplômes. Est-ce que ces jeunes-là, on peut continuer à les entretenir sur des idéaux lointains sans leur donner du travail? Vous savez que le terreau de l'insécurité, là, c'est quoi? C'est le chômage, c'est l'oisiveté, c'est ça le terreau. Si les gens sont réceptifs au discours des djihadistes ou c'est pas des terroristes, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire.
Donc, la souveraineté économique, l'indépendance économique, ce n'est pas un vain mot. C'est quelque chose de très, très important. Peut-être, je vais m'arrêter là et pour pouvoir peut-être donner la possibilité aux autres de... Merci, professeur. Merci pour toutes ces explications. Oui, M. Bounchi. Oui, moi, je pense qu'il a un peu touché le concept qu'il fallait, c'est-à-dire une refondation. La refondation passe tout à l'heure, je vous l'ai dit, par le travail sur les mentalités. Parce qu'aujourd'hui, le Nigérien n'aime pas travailler, il faut pas se... et puis, il n'aime pas travailler. Il n'aime pas travailler. C'est sûr. Hein? C'est-à-dire, au regard de ce qu'on a vu au cours de la décennie, pourquoi je vais aller faire des études universitaires, avoir un doctorat, alors que le boucher de mon quartier, parce qu'il a eu des marchés publics, est devenu milliardaire? Oui, donc je pense que il va falloir donc déjà travailler sur ça. Je vais commencer à vous donner un peu quelques pistes. C'est-à-dire que pour moi, véritablement remettre les Nigériens au travail, c'est responsabiliser chacun en fonction de son domaine de compétence. D'accord. Et responsabiliser chacun en fonction de son domaine de compétence suppose justement reconnaître le domaine de compétence de chacun. Bien sûr. Et vous voyez, moi je ne suis pas trop pro-Gbagbo, mais j'aime beaucoup la méthode qu'il a utilisée pour gérer son pays. Avec Gbagbo, les postes ne sont pas politiques, même si par la suite il a été contraint par les événements de faire un certain nombre de choses. Même si vous apparteniez au FPI, on met le poste en concurrence. Ok. Si vous accédez au poste, il y a un cahier de charge. Très bien. Si vous ne le remplissez pas, il vous chasse. D'accord. Donc, moi, je me dis qu'aujourd'hui, il faut qu'on revienne à la compétence. Il y a eu beaucoup de choses chez nous. On voit même les entreprises d'État, là, aujourd'hui, ne sont pas gérées par les meilleures compétences possibles. Donc, il va falloir qu'on revienne. Je pense que dans le domaine, parce qu'il y a le domaine, dans le domaine de la formation, il va falloir mettre l'accent sur la formation professionnelle, surtout dans le domaine du secondaire, pas du tertiaire. Tous les instituts où les gens sont formés là, c'est finance-banque. Tout le monde ne peut pas être financier. Tout le monde ne peut pas être banquier. Il faut aller travailler dans l'agroalimentaire. Il faut aller travailler dans les mines. Il faut aller travailler dans l'industrie. Non, mais vous prenez. Moi, je me rappelle une année, on était au jury de Isabéry, là. Sur les 22 salles, au moins une douzaine de salles, c'était finance-banque. Ah oui. Bon. On produit quoi pour que ces gens-là puissent pouvoir... Pour que le financier ou le banquier puisse gérer, il faut quand même que vous produisiez. Mais si vous ne produisez pas, qu'est-ce qu'il peut gérer? Donc moi, je me dis qu'il y a des priorités que... Maintenant, le CNSP va jeter les jalons, mais je pense qu'il va mettre des garde-fous. Très bien. Et à partir du moment où il va fixer les garde-fous, tout le monde va se retrouver. C'est-à-dire que désormais, il y a des institutions qu'on a créées qui sont budgétivores. L'Occident balance des concepts, on les suit comme ça, les yeux fermés. Genre, quota, par rapport à quoi? L'activité politique est une activité citoyenne. Que tu sois femme ou homme, si tu ne remplis pas les conditions, on n'a pas à te choisir de manière sélective. Comment vous appelez ça? Aux États-Unis, il y a un concept qu'on a utilisé pour les Noirs, là. Quoi choisir? C'est-à-dire, on a préféré choisir les Noirs, on les a avantagés parce qu'ils étaient minoritaires. Donc, moi, je pense qu'en tout cas, il y a des institutions, désormais, qu'il ne faut plus ramener. Il faudrait que l'État lui-même vive sobrement pendant au moins une décennie, le temps de jeter les bases du développement, que certains produits que nous avons chez nous soient transformés et qu'on cesse d'importer. Moi, je pense qu'il faut investir massivement dans il n'y a aucune raison à ce qu'aujourd'hui, le Niger importe de la tomate du Burkina Faso ou du Ghana alors que nous avons le fleuve. Moi, je pense que c'est quasiment impossible à partir de la mise en place du gouvernement. Le ministre de l'Agriculture doit mener une action commando pour que dans les 3 mois ou 6 mois à venir là, que nous n'importions plus de tomates fraîches au moins. Que les produits de première nécessité. Est-ce que nous avons besoin d'importer du riz d'Inde alors que nous avons le fleuve? S'il vous plaît, les Indiens, ils produisent le riz. Souvent, c'est même dans des trucs marécageux là. Nous avons un fleuve qui fait combien? Qui fait 550 km. Fois 2, puis il y a 2 rives. Donc, maintenant, 1100 km. 1100 km. Et nous importons du riz d'Inde, de Thaïlande, de Chine. C'est pas normal. Non, quand même, moi je pense que, franchement, ça là, il va pas là.
Maintenant, il y a des transformations. Oignons, là, on ne peut pas continuer à porter ça à l'extérieur juste pour satisfaire quelqu'un. Il faudrait qu'on transforme ça sur place. D'accord. OK, de la même manière que j'ai vu qu'on est en train d'industrialiser le tchoukou. D'accord. On peut industrialiser. Les dattes même, nous en produisons suffisamment. On ne peut pas les laisser sécher et finalement, dans certaines zones, ça devient de la nourriture pour le bétail. Oui. On peut trouver un mécanisme pour aider ces gens-là à pouvoir conserver les dattes, surtout pour les périodes où la consommation est assez grande. Donc je me dis que, sincèrement, on attend que moi je pense qu'il faut d'abord attendre que le gouvernement, mais ce gouvernement qui va être, il faut qu'il sache qu'il est un gouvernement de combat. Les gens ne vont pas venir se prélasser dans des bureaux, il faut aller sur le terrain et il faut se battre pour que le pays puisse redémarrer. D'accord, merci Bounchi. Et votre niveau, Abbas? Donc je vous remercie. Moi je pense que... faire concrètement par rapport à ces questions, le chantier? D'accord. Donc, dans l'immédiat, voilà. Je vois bien. Donc, ce que j'ai à dire, avec ou sans sanction de la CEDEAO, le Niger doit commencer à compter sur ses propres efforts. Voilà, déjà. Ses capacités réelles à mobiliser les ressources pour financer le développement du Niger. D'accord. Il faut également occuper la population, principalement la jeunesse, les femmes et les jeunes. D'accord. Pourquoi ne pas songer à développer ou bien à la création des unités industrielles, parce qu'on constate que des jeunes quittent ce pays pour aller dans d'autres pays. Il faut réellement les occuper. Disons, on doit se dire que le pays là nous attend et nous sommes l'avenir de ce pays. On doit mettre l'accent pour développer pratiquement notre pays. D'accord. Donc par rapport à la mise en œuvre que vous avez, demandé, donc concernant la direction générale des impôts, j'ai fait un peu le lien en matière de finances publiques. Bien sûr, bien sûr. Donc, avant la mise en œuvre des réformes en 2021, la DG a réalisé plus de 586 milliards. Ça, c'est des statistiques officielles. 586 milliards en cash. Pour des recettes, hein? Pour des recettes, oui. D'accord, ok. Maintenant, en 2021. Ça, c'est des statistiques officielles que j'ai pris là-bas, la DG. Donc, depuis la mise en œuvre des réformes engagées par notre administration, donc en 2022, la DG a mobilisé plus de 650 milliards. D'accord. À recette cash. De 2022. 2022. 600 là, donc 650 milliards. 650 de francs CFA. Ok, d'accord. Très bien. Ça se vérifie, ça se vérifie aussi. D'accord. Pour la première fois, la DG a dépassé la barre symbolique de 600 milliards. Oui. Donc on a mobilisé 650 milliards, n'est-ce pas? Oui. Actuellement, de janvier à juillet 2023, la DG a mobilisé près de 408 milliards actuellement. Oui. On est déjà à, disons, de janvier à juillet. Ah oui. Comme on vient de commencer. Voilà, dans les 7-8 mois, effectivement. Okay. Contre, donc 400? Je disais 408 milliards. 408 milliards. Près de 408 milliards. D'accord. De janvier à juillet 2023. Oui. Contre 367 milliards en 2022. D'accord. Donc à la même période, c'est-à-dire de janvier à juillet 2022. Ok. Donc soit un surplus d'environ 40 milliards. D'accord. C'est dire que si nos services, les régies financières du ministère des Finances sont accompagnés par les autorités, on peut faire plus. D'accord. Nous avons les impôts fonciers qui méritent une attention particulière, où pratiquement il y a tellement de bâtiments, d'immeubles qu'on doit imposer. Très bien. Parfois on impose, mais le résultat en tant que tel, ça ne suit pas. Et pourquoi? Donc on a besoin d'être accompagné, on a besoin de moyens. Pourquoi ça ne suit pas? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Disons, pour être clair, oui, pour être clair, oui. Voilà. Des fois, il y a l'interventionnisme. Voilà. Donc, il faut que... Les autorités. Voilà. Il faut qu'il y ait une dépolitisation totale de notre administration. D'accord. Qu'il y ait, disons, la légalité devant l'impôt. Très bien. Que je sois un contribuable, un opérateur économique, je dois payer l'impôt conformément au texte. Très bien, d'accord. Si la loi est appliquée, je pense qu'on peut se retrouver. D'accord. On a les meilleurs textes au Niger, il suffit de les appliquer. Très bien. Et tenir compte effectivement de nos réalités. Donc la capacité contributive des contribuables. D'accord. Voilà. Ok. C'est bon? C'est bon. Merci. Monsieur Seni. Oui, monsieur Tchemogo. À moyen et long terme. Oui. Concrètement, qu'est-ce que je vois trois mesures, trois grandes mesures à moyen et long terme, même si sur le long terme, ça sera un autre pouvoir qui viendrait. Sans doute. Bon, toujours est-il que
lors des dernières manifestations de soutien, j'ai pu lire sur une des pancartes transition 10 ans, quelque chose comme ça. Bon, donc on verra bien. On a vu, les gens, chacun va de son côté. On verra bien, même si ça nécessite une aussi longue période, eh bien, c'est pas à moi de décider. Oui, bien sûr, c'est pas. On verra bien. Ça, c'est au CNSP de savoir ce qu'il va faire. À moyen et long terme, je souhaite que le pouvoir actuel et celui qui va venir, donc, pose les jalons et poursuivre l'action d'une reconversion des mentalités. Le grand frère Bounty l'a évoqué. Mais alors, pour moi, comment est-ce qu'on peut développer le concept de Iauti en Hausa ou bien Hayangize en Jarma? Et c'est des concepts qui sont plus nobles que la noblesse. Très bien. Qui ont plus de poids. Alors, il faut que le jeune Nigérien qui va commencer l'école en octobre dernier, en octobre prochain, là, il faut qu'il soit cultivé chez lui des réflexes de civisme. D'accord. À tout point de vue. Des réflexes de civisme à tout point de vue. Et il faut que nos enfants, nos petits-enfants, apprennent à aimer la patrie comme un bon chef de famille veut être avec son ou ses épouses et ses enfants. Très bien. Sans quoi, vraiment, nous allons revenir à la case départ, comme on dit. Très bien. Et aussi, il faudrait que le chef, en toutes circonstances, donne le bon exemple. D'accord. Mais tant que le chef ne donne pas le bon exemple, ça ne peut pas aller. D'accord. Ça ne peut pas aller. Il faut qu'on réforme la justice. D'accord. Avec l'avènement d'une justice, on peut concevoir ça dans le cadre d'une constitution où la justice ne serait plus sous la coupe de l'exécutif. Très bien. C'est vraiment, moi, ce que je pense pour qu'on puisse vraiment avancer. Donc, ça, c'est le premier axe à moyen ou long terme. Le deuxième axe, c'est la rupture avec le franc CFA. Très bien. Sur ce plateau tout à l'heure. Vous prenez une rupture avec le franc CFA, c'est ça? Je préconise et il faudrait que, parce que d'après ce qu'on entend, eh bien, il y a beaucoup de non-dits au niveau de Charmalière où le CFA est imprimé. Des gens ont dit, et je leur donne raison, que c'est le CFA qui ne passe pas par la BCAO qui finance et les coups d'État, et le terrorisme, et beaucoup de choses en fait. Très bien, d'accord. Parce que sur fonds propres, en Europe, en France, la gestion est telle que vous ne pouvez pas justifier certaines dépenses. C'est pas possible. Bien sûr. Et pas en euros, disons. Alors, dans le cadre d'une communauté, dans un premier temps à 4, Niger, Burkina, Mali et Guinée, avec respectivement 25, 23, 22 et 14 millions d'habitants, soit 84 millions, eh bien, on peut bel et bien asseoir un environnement monétaire propre à ces 4 pays dans un premier temps. D'accord. Maintenant, les autres pays seront les bienvenus. Très bien. Je ne suis pas économiste, mais je pense que cela est réalisable. D'accord. Et donc, la balle est lancée dans le camp du nouveau gouvernement et du CNSP pour approfondir la réflexion et voir ce qui est réalisable. Possible. D'accord. Le troisième, mais aussi au niveau de la monnaie, mais il faudrait que vraiment nos PME, les petites et moyennes entreprises, et même les initiatives privées, puissent être financées à moindre coût. Vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui, Bouti a parlé de filière finance banque ou comptabilité gestion, mais les gens peuvent sortir des écoles avec des projets. D'accord. Mais où trouver le financement? Pendant qu'à la BCAO, dans nos pays de la BCAO, de l'espace CFA, le minimum de taux d'intérêt, c'est autour de 12%. Allez voir en Europe, vous avez des crédits à 4%, vous avez des crédits à 2%. Alors, pourquoi ne pas permettre l'accès aux capitaux à un grand nombre de gens pour qu'on puisse... Et tout ça, je vous dis, c'est sciemment orchestré. D'accord. Il faut qu'on arrive, que nous arrivons à nous échapper de ce carcan-là. D'accord. Troisième axe à moyen ou long terme, et là, professeur, ça dépend
de la durée, effectivement, de la transition. Oui. Mon souhait ardent, c'est que, même si on doit revenir à la démocratie telle qu'on l'a connue jusqu'au soir du 25 juillet, démocratie pluraliste, au demeurant qui nous a été imposée en juin de 90 à la BOL, parce que tout simplement, on a fait le lien avec l'aide au développement. Très bien. Une aide qui ne nous a pas permis de sortir du développement. C'est dommage. On l'a vu jusqu'ici. C'est dommage. Alors, j'ai dit bien, il faudrait qu'on pose les jalons à partir de demain pour la recherche des modèles de gouvernance propres au Niger. D'accord. Pas forcément la démocratie pluraliste que nous connaissons. Mais j'ai dit, même si c'est cette même démocratie qu'il faut ramener, je ne sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, il faudrait s'assurer d'une CENI complètement indépendante. D'accord. Non, mais il n'est pas question, M. Kemogo, que l'exécutif en place organise des simulacres d'élections et pour des résultats connus d'avance. Très bien. D'accord. OK? Je termine. Je termine. Oui. Il ne faudrait pas qu'on soit dans une démocratie où les élections sont financées par des pays partenaires et des barres de fonds. Ça n'a pas de sens non plus. Alors, pour moi, tant qu'on n'arrive pas à un fichier biométrique infalsifiable, où la seule voix de Bounty, de professeur, de Abdoulaye Kemogo, de Abbas et moi, dans une circonscription donnée, ce sont ces seules voix-là qui vont apparaître à l'écran à 20h. Tant que ce n'est pas le cas, eh bien, je ne suis pas pour cette démocratie multipartiste. D'accord. C'est vraiment ça. Et il faut qu'on lutte pour aller à cette situation-là. Mais jusque-là, ce qu'on observe, c'est qu'on dirait que ça arrange tous les acteurs. Parce que... Bon, maintenant, il n'y a plus d'acteurs. On va attendre... Alors, vraiment, en ce moment, au moins, il y a vraiment, plus d'acteurs. si les gens sont de bonne foi, si vous permettez, je conclue. Oui. Si les gens sont de bonne foi, eh bien, pourquoi ne pas aller à un fichier biométrique infalsifiable? On verra peut-être au moment... Voilà, oui, professeur, vous avez écouté... Oui, non, j'ai beaucoup de choses à dire. La DGI, on peut s'en sortir rien qu'avec les recettes des impôts. Hein. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, j'ai eu à avancer un certain paquet de chantiers. Ou un certain nombre de chantiers. Très bien. Qu'on peut, dès à présent, en tout cas, jeter les jalons. Même si, et c'est là où c'est important de parler de la démocratie, parce que tout ce qui va être fait de bon maintenant, il faut que ça soit ça se poursuive avec les régimes qui vont arriver. Tout à fait. Et donc c'est là où la démocratie, un débat autour de la forme à donner à notre démocratie, ou contenu qu'on doit lui donner, c'est important. C'est nécessaire. Non, c'est nécessaire. Très bien, mais ça, donc, on verra ça plus tard. Oui. Hein? Voilà, donc, j'ai parlé de notre souveraineté sur nos ressources naturelles. Déjà, j'ai vu que le CNSP a commencé dans ce sens. Oui, bien sûr. Et il doit continuer dans cette lancée. J'ai parlé de la souveraineté monétaire. Et vous ne pouvez pas... Bon, tout à l'heure, Koudizé, hein, c'est bien le nom. Koudizé, oui. Donc, a parlé d'une monnaie peut-être commune à 4. À 4, voilà. Bon, ça peut se défendre, mais il faut comprendre que pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que le Niger peut être preneur de n'importe quelle solution. Pourvu qu'on sorte de notre situation actuelle où la monnaie que nous avons, ce n'est même vraiment pas une monnaie. Parce que c'est une monnaie de singe. Parce qu'il faut chaque fois passer par l'euro pour avoir d'autres devises. Et quand vous allez ailleurs, ce n'est même pas reconnu. Donc vraiment, c'est comme si nous n'avons pas de monnaie. Nous sommes en train d'emprunter la monnaie, le CFA qui appartient à la France. Et tout le monde connaît l'histoire de cette monnaie-là. Donc vraiment, le plus tôt serait le mieux de sortir de ce carcan-là du CFA. Il a indiqué un peu les conséquences et effectivement, l'enjeu de la monnaie, c'est le financement de l'économie. Alors, pourquoi le CFA n'est pas viable? D'abord pour des raisons de convertibilité qui est unidirectionnelle pour l'instant, il faut passer par l'euro, mais il y a aussi le financement de l'économie où le taux d'intérêt est tellement élevé au point où tous les porteurs de projets sont obligés de surseoir quand ils voient le taux d'intérêt qu'on leur réclame, le taux d'intérêt débiteur. Il est très élevé, il parle de 12, mais ça va jusqu'à 14%.
Alors que, en France, par exemple, les mêmes investissements dans le même domaine, puisque le taux, ça varie selon les domaines, selon les priorités du gouvernement. Donc, il y a des domaines où le taux d'intérêt est même inférieur à 1% en Europe. Ce qui fait que la monnaie est gérée ici de façon à juste juguler l'inflation, empêcher l'inflation. Mais cela, on sacrifie ce faisant la croissance. C'est pour cela que vous voyez les gens sortir des universités, ils ont des projets, mais ils ne peuvent pas les réaliser. Vous voyez des gens qui créent des entreprises, mais ils n'arrivent pas à les fructifier parce que tout simplement, ils n'ont pas les crédits nécessaires. Donc, ça, c'est un chantier qui est... Quand on parle de souveraineté monétaire, ça veut dire tout ça là. D'accord. Là, il faut que je... Mais j'ai parlé aussi d'indépendance économique. À l'intérieur, il y a beaucoup de choses que les gens doivent comprendre. D'abord, il nous faut des infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques, financières, assurantielles, parce que même dans le domaine des assurances, quand vous regardez les assurances qui sont là, mais elles n'appartiennent pas au Niger. Oui, ça ne nous appartient pas. Donc, vous voyez, c'est des domaines qui sont vraiment, j'allais dire, qui sont vierges, que le Niger devrait exploiter. Et nous n'avons pas assez de routes. Donc ça procède justement, ça relève de l'indépendance économique. Ensuite, il faut mettre fin au système d'économie de rente. Nous avons une économie rentière qui repose essentiellement sur l'aide publique au développement. C'est ça qui nous finance. Et je suis heureux d'apprendre avec le Sinaï que nous avons des capacités de mobilisation des impôts qui peuvent nous aider. En tout cas, les chiffres sont assez parlants. Donc, on peut se passer vraiment de l'aide publique au développement. Et il faut que la France arrête de nous distraire. Parce que c'est notre propre argent qui nous ramène sous forme de prêts. Oui, mais c'est ça. C'est une véritable escroquerie. Ensuite, je pense que de ce point de vue-là, il faut, à l'échelle, en tout cas continentale, à l'échelle internationale, vraiment mettre en place des structures. Il faut que le Niger aille vers des structures ou des institutions qui soient à mesure vraiment de l'accompagner pour réaliser ces choses. Ensuite, il faut poser des jalons d'une véritable transformation structurelle. Je crois que je ne dis pas les choses... ce n'est pas un terme on veut tout simplement dire qu'il faut industrialiser le pays. Tout à l'heure, vous avez parlé du gaz qui s'échappe comme ça. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux dans un pays comme le Niger. Ce gaz-là devrait être récupéré et utilisé à bon escient. Nous avons beaucoup d'autres potentialités. Et tout à l'heure, mon ami Bunti parlait de l'oignon. Et nous cultivons abondamment d'oignons, nous pouvons encore multiplier par 10 notre production. Mais le problème, c'est que l'oignon est exporté à l'état brut, alors qu'on pouvait le transformer. C'est ça la transformation structurelle. Nous avons beaucoup d'uranium. Mais aujourd'hui, notre uranium, mais on l'exporte quasiment à l'état brut. C'est dans d'autres pays qu'il est enrichi et vendu plus cher. Pourquoi nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ce procédé-là? Vous avez parlé de l'énergie solaire. Oui, mais l'énergie solaire, l'énergie thermique, etc., c'est à développer, mais c'est à cette fin. C'est à des fins de transformation structurelle. Et c'est en mettant tout ça là ensemble qu'on parviendra véritablement à avoir notre indépendance économique. Et vous voyez bien que, vous comprenez que ce n'est pas un travail qui échoue au seul CNSP, à cette seule transition. C'est un travail qu'on devrait faire et sur la longue durée. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous devrons avoir un regard critique sur notre démocratie pour que demain, nos choix ne soient pas détournés, et non pas qu'on fasse des choix qui vont encore nous ramener à la case départ. C'est bien bon de dire qu'il nous faut mettre des garde-fous. Dans notre constitution, je vous informe que dans notre constitution, tous les garde-fous là ont été mis en place. Mais on n'a pas choisi les bonnes autorités, respectueuses de nos propres lois. Les bonnes personnes, c'est ça? Les bonnes personnes. Voilà. Et si on pouvait effectivement, et en recadrant notre démocratie, choisir les personnes qu'il faut, eh bien,
on aura toujours des gens qui vont s'atteler à ce travail de refondation et pour pouvoir en tout cas nous garantir cette sécurité, cette souveraineté, j'allais dire sur nos ressources naturelles, cette souveraineté monétaire, cette souveraineté alimentaire et économique. Très bien. Ça, c'est clair. D'accord. Merci, professeur. Monsieur Bounchi, est-ce que vous allez ajouter, oui? Oui, je pense que nous avons peut-être déjà fait un peu le tour d'horizon. Voilà. Il est clair qu'il ne peut pas y avoir de développement sur le court terme, mais le CNSP va lancer un certain nombre de chantiers. Voilà. Moi, je vous ai dit un certain nombre de chantiers qui me tiennent à cœur. Et je pense que désormais, les gens se rendent compte que il va falloir même remettre en cause notre appartenance à certaines organisations. Telles que la CEDEAO. Voilà, très bien. Moi, je pense que, sincèrement, que ça sert à quoi d'aller dans une association de manière volontaire et retrouver ses avoirs bloqués simplement sur la base d'un coup de tête de chefs d'État qui sont eux-mêmes déconnectés par rapport à la réalité. Maintenant, il va falloir qu'on revoie les textes de la CEDEAO qu'à partir de demain, puisque moi je suis persuadé que malgré leur état d'esprit, ils seront obligés de lever les sanctions, le blocus, mais il ne faut plus que ça se répète. Nous sommes un État souverain. Nous ne dépendons ni... Le Nigeria a fermé sa frontière pendant 18 mois, ça ne nous a pas tués. Donc que le Nigeria sache que désormais notre fraternité sera une fraternité sur laquelle nous serons très regardants parce qu'on ne peut plus nous berner. Tous ces pays-là, il n'y a pas un moment ou un autre où le Niger ne les a pas aidés. Il n'y a pas un seul... Même la Guinée-Bissau, des armes passaient par là pour approvisionner le PIGCE. De l'époque, oui, de l'époque. Le Nigeria doit son existence à Dieu a préféré se sacrifier son pouvoir que de laisser les mêmes qui, il y a moins de 50 ans, voulaient faire la partition du Nigeria. C'est eux aujourd'hui qui se liguent avec le Nigeria pour venir remettre encore notre fraternité, notre amitié. Non, je pense quand même que... Non, il y a des organisations sur lesquelles... moi, je pense qu'il y a des organisations à partir de ce moment-là, leur appartenance, en tout cas notre appartenance, doit nous poser question. Pourquoi? Parce que tout simplement, on se rend compte qu'en réalité, ça ne nous... Zélécap, là, c'est pour aller où? Nous allons parler de Zélécap alors que... L'Afrique elle-même, dans sa globalité, ne représente même pas 3% du commerce mondial. Sur quelle base on va venir nous dire non, il faut... Donc, en fait, on nous pousse vers aller nous vendre pour des multinationales ou à des multinationales. D'accord. Oui, monsieur Ross. Tout à l'heure, j'avais parlé de la création des unités industrielles. Ça va permettre à... Disons, au niveau des impôts, on va avoir des ressources supplémentaires avec la création des unités industrielles. D'accord. Les chiffres que j'ai avancés, donc les recettes ont été mobilisées grâce aux réformes. D'accord. Notamment la facture certifiée qui permet de sécuriser... Décrié, ça il faut le dire aussi, parce que cette facture, ça fait beaucoup de bruit. Effectivement, ça fait beaucoup de bruit. Nous nous sommes rendus compte que c'est comme si c'est le message qui n'a pas passé. Très bien. En fait, la facture, effectivement, c'est ce que ça veut dire, quoi. En fait, il faut sensibiliser davantage la population. Disons, la facture certifiée, ce n'est pas un nouvel impôt. Ça permet de sécuriser le consommateur, les entreprises, et s'assurer que la TVA collectée a été reversée dans les caisses de l'État. En fait, ce n'est pas un nouvel impôt. D'accord. Maintenant, il faut qu'on mette l'accent, effectivement, sur ces réformes pour mieux expliquer cette facture certifiée qui est tellement importante pour notre pays. D'accord. Et il faut le dire, beaucoup de pays se sont inspirés du Niger, les pays africains, par rapport aux réformes. Ok, d'accord. Ils sont venus, il y a eu des missions, une mission du Burkina. Il y a vraiment beaucoup de missions qui ont passé leur... au niveau des régies. Principalement avec la facture certifiée. Si les autorités nous accompagnent, si les autorités nous accompagnent dans ce sens... Si les nouvelles autorités. Si elles nous accompagnent dans ce sens, je pense qu'on peut faire plus que ça. D'accord. Parce que j'ai fait un tour rien qu'à Niamey. Vous allez voir, il y a des entreprises qui ne sont pas conformes. Disons, elles ne se sont pas conformées à nos textes. Et là, ce n'est pas normal. Il y a des catégories, disons, il y a des contribuables qui paient l'impôt et d'autres échappent. Maintenant, avec un suivi régulier et permanent, je pense qu'on peut, disons, dépasser ces recettes-là que je viens de dire. Et puis essayer de régler certaines questions déjà sur place avec les ressources internes, c'est ça? Tout à fait. Parce que les gens font du commerce, ils se retrouvent très bien, mais ils font tout pour
frauder. On ne pas payer disons, payer l'impôt conformément au texte. Et il faut que ça change, il faut que ça s'arrête. Très bien. Et on espère qu'avec les nouvelles autorités, il y aura du changement dans ce sens. Très bien. Et on va dépasser ces recettes-là que je viens d'annoncer. D'accord. Officiellement. D'accord. Merci. Oui, oui. Inch'Allah, on va aller à la dernière question. Allez-y. Oui, peut-être c'est cette dernière question à laquelle je vais répondre, puisque moi j'ai épuisé les 6 axes. Les 6 axes, ok. 3 à court terme, 3 à moyen et long terme. Très bien. D'accord. Professeur, maintenant pour tout ce que nous avons dit depuis le début de ce débat-là, concrètement pour la mise en œuvre, le CNSP aura les moyens de sa politique de faire ça? Oui, c'est-à-dire... Et si oui, comment? Oui, merci M. Abdoulaye, une fois de plus. Moi, je pense que la lutte contre la malgouvernance, si elle est menée d'une main de maître, en mettant tout le sérieux qu'il faut, il y a beaucoup de ressources. Je l'ai dit la dernière fois, il y a beaucoup de choses à récupérer. Beaucoup de ressources dilapidées peuvent être récupérées. D'accord, mais ce que, professeur, on a vu dans des cas, dans des situations pareilles, la mise en place justement de ces commissions pour pouvoir récupérer les biens spoliés, comme vous le dites. Mais malheureusement, on n'a pas assez de résultats. Et souvent même, on laisse tomber carrément. Non, moi je pense que c'est... Moi je parle du passé. Hein? Oui, je parle du passé. On l'a vu, puisque les commissions sont là. On a vu le travail, les limites de ces commissions sont là. Tout à fait. Voilà. Maintenant, comment faire? Voilà, pour éviter ce qu'on a connu par le passé. Maintenant, il faut mettre les personnes qu'il faut pour pouvoir mener cette lutte-là. Parce qu'il faut que des gens se sacrifient. Peut-être jusque-là, le choix des hommes pour animer a failli. D'accord. Oui. D'accord. Parce que ces commissions-là, si vous mettez des gens comme les Bounty, mais je vous assure que de l'argent va être récupéré. Très bien. Ensuite, il faut faire confiance, moi je pense, au Premier ministre qui vient d'être nommé. Ah oui. C'est un technocrate. C'est un technocrate. Voilà, oui. Il est intègre. Intègre, tout à fait. Sa force, c'est l'intégrité. Okay. Donc, avec lui, moi, je suis convaincu. Je suis convaincu qu'on aura un bon gouvernement. Très bien. En nombre réduit et constitué des gens suffisamment compétents. D'accord. Et il faut lui faire confiance pour dépolitiser l'administration. D'accord. Lui faire confiance pour assainir les finances publiques. Parce que jusque-là, c'est ça qui a beaucoup failli. Vous avez entendu les ressources qui sont mobilisées. Mais ces ressources-là vont où? Il y a une très mauvaise allocation des ressources. Des secteurs qui sont inutiles, pas inutiles en tant que tels, mais qui sont moins importants que d'autres, reçoivent tous les crédits, tous les appuis. Et ceux qui sont moins importants, ceux qui sont souvent sans doute vu la qualité des gens qui animent. Très bien. Et vous avez entendu la dernière fois déjà les agences qui sont logées à la présidence qui ont été je crois, les directeurs ou bien c'est les responsables qui ont été dégommés. Bon, ça va dans ce sens. Maintenant, quand le Premier ministre sera installé, ça va s'accélérer. Très bien. Et c'est des économies importantes qui vont être faites. Que l'État va faire. Ça aussi, c'est de l'argent. D'accord. Et il faut en même temps mettre des garde-fous très rapidement pour que l'argent qui est mobilisé ne soit pas dilapidé inutilement. D'accord. Et que des dispositifs qui sécurisent nos ressources soient mis en place et surveillés. D'accord. Et je pense que aussi, si on met en renfort maintenant la refondation de la démocratie, en essayant d'asseoir notre démocratie, comme il a dit, il ne sait pas comment en faire l'appeler, mais quel que soit le nom qu'on va lui donner, il faut asseoir le nouveau système sur nos propres valeurs. C'est ce que nous considérons comme essentiel. Et c'est sur ça que nous devrons bâtir notre démocratie. Et j'allais finir peut-être avec quelque chose qui va tomber comme un cheveu dans la soupe. C'est le code de nationalité, M. Abdoulaye. Le code de nationalité? Oui, le code de nationalité. Aussi paradoxe que cela puisse paraître, moi j'estime qu'il faut très vite revoir ce code de nationalité. Vous avez des gens qui ont une double nationalité, qui ont pris la nationalité américaine et qui se disent nigériens. Et aujourd'hui, ces gens-là, étant là-bas, c'est comme s'ils sont dans leur propre pays.
Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Oui, bien Donc, moi, je ne suis pas contre la double nationalité, mais seulement si à la nationalité nigérienne, vous allez ajouter une nationalité africaine. Par exemple, qu'un Nigérien ait la nationalité nigérienne, malienne, burkinabé ou kenyan, un truc comme ça, je ne vois aucun inconvénient. Mais un Nigérien qui est en même temps américain, qui est français, parce que il semble, ces gens-là, dès qu'ils sont venus, l'une des premières choses qu'ils ont eu à faire, c'est de revoir le code de nationalité pour s'octroyer une plurinationalité. Et aujourd'hui, ces gens-là qui échappent, ils sont manipulés. Et quand on prend l'exemple de la Libye, qui a détruit la Libye? C'est des Libyens, mais attention, pas les Libyens. C'est des Libyens qui sont italiens, qui sont français, qui sont américains. C'est eux qui sont mobilisés avec l'extérieur pour venir détruire la Libye. Donc si nous prenons garde, tout ce que nous aurons fait, tout ce que le CNSP va faire, et que les régimes à venir vont faire, avec cette double nationalité ou cette triple nationalité, ça pourrait être remis en cause par leurs propres enfants ou leur progéniture dans le futur. Donc, dès à présent, nous devrons déchoir ceux qui ont des nationalités occidentales. Ah oui! Moi, en tout cas, c'est comme ça que vous voyez les choses. C'est comme ça que je vois les choses. Très bien pour ça. Et ensuite, non, je n'ai pas fini. Et cela va dans le même sens que ce qu'on vient de dire, comme mobilisation des ressources, parce que les ressources, il y a quelqu'un là qui disait que dans certaines régions, je crois que c'est le Sinaï, qui nous disait qu'il y a des régions où ils ne peuvent pas lever l'impôt. Mais bien sûr. Ça, oui, mais justement, c'est parce qu'il n'y a pas une administration digne de ce nom qui est installée. Donc c'est pour cela que moi, déjà avec la proposition du CNSP de mettre à la tête des régions des gouverneurs militaires, mais il faut descendre jusqu'au niveau de certaines préfectures. Très bien. Dans certaines zones, le seul gouverneur militaire ne suffit pas. Il faut mettre des administrateurs militaires dans les zones vraiment très très sensibles. Très bien. Voilà. Moi, c'est ce que... Merci, professeur. Merci. Oui, monsieur Bounti. Oui, ça veut dire que moi, pour moi, vous voyez, avec la mobilisation des ressources, rappelez-vous, au temps de Tanja, quand il y a eu les ressources PPTE, bien que ce soit les bailleurs de fonds eux-mêmes qui aient défini les secteurs prioritaires, ça a quand même porté. C'était l'hydraulique, la santé et l'éducation. Je pense que ça, ce sont des priorités, quel que soit le moment, dès que les ressources seront... après, justement, la sécurité, il faut donc mettre l'accent sur l'agriculture, parce que, tout à l'heure, nous en avons tous parlé, il va falloir atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il faut offrir une bonne santé aux Nigériens, et donc relever le plateau technique, au lieu de continuer à envoyer les gens, et ainsi de suite. Il faut donc l'accès à l'eau soit... en tout cas faciliter aux uns et aux autres, et donc mettre au niveau de l'éducation, en tout cas des gens qui sont compétents, qui sont susceptibles de comprendre les problèmes dont il est question. En ce qui concerne la formation professionnelle, je pense que là, il faut diversifier quand même les partenaires, parce qu'on se rend compte que les seuls Français ne suffisent pas. Vous savez que les Allemands sont très avancés dans le domaine. Oui, même les Tunisiens et les Marocains. Je pense qu'il faut donc démultiplier le partenariat. Donc, mais tout cela suppose quand même sur la durée de la transition et après un travail sur les mentalités, parce que si les mentalités ne changent pas, quel que soit ce que vous allez entreprendre là, je pense que ça ne va pas aboutir. Donc là, il y a un gros travail à faire concernant le changement de mentalité, parce que quand on voit au quotidien ce qui se passe, rien que dans la ville de Niamey, si les gens sont réticents, c'est parce qu'il n'y a pas eu de communication. Beaucoup se disent que bon, finalement, c'est peut-être un nouvel impôt qu'on nous impose. Pourquoi? Alors qu'en réalité, il s'agit simplement d'une réforme qui n'a rien à voir avec un impôt qu'on impose. Donc, là, moi, je pense que le Sinaï doit jouer quand même un rôle. C'est qu'il faut quand même communiquer. Dans beaucoup de cas, les réformes échouent parce que les gens ne communiquent pas. Si vous faites des réformes et puis vous gardez la documentation dans vos bureaux pour aller vers les commerçants, leur dire, bon, on a de nouvelles machines, ils ne vont pas. Mais si vous leur expliquez de manière tout à fait posée les tenants et les aboutissants,
tous les commerçants nigériens ne sont pas véreux. Beaucoup sont quand même des nationalistes. Et je pense que beaucoup vont adhérer au mouvement, beaucoup vont aider le CNSP à redresser le pays et beaucoup vont contribuer donc au changement de mentalité. Comme moi, de mon point de vue, il faut aussi la communication. Merci Bonchi. J'ai oublié quelque chose. Professeur, vous aurez le temps de... S'il vous plaît. Oui, allez, rapidement. C'est très important parce que les commerçants là, franchement, actuellement, tout le monde a vu que c'est sur des anciens stocks qu'ils ont. Bien sûr, ça, on en a parlé sur le plateau. Donc, ça veut dire que en dessous, les gens sont manipulés. Donc, par rapport à certains produits de première nécessité qui sont sensibles, le CNSP doit prendre rapidement des dispositions ou en tout cas commander lui-même ou bien approcher en tout cas ce qu'il appelle les commerçants nationalistes ou patriotiques, patriotes, pour que le pays soit sécurisé. Très bien. Parce qu'il y a des commerçants, vraiment, c'est des coups d'appel. Augmenter les prix pour leur faire mal. Et on l'a vu, un des ministres, sciemment, un ministre parmi les fillards a eu à dire ça. Il a déjà dit que le sac de riz va passer de 15 000 à 17 000. Et c'est arrivé. C'est parce qu'ils savent. Ils ont les commerçants, ils sont en relation avec les commerçants. Et il suffit d'appuyer sur le bouton pour que ces commerçants-là se mettent à augmenter les prix. Très bien. Donc, on peut les contourner en prenant des dispositions. D'accord. Merci, professeur. Donc, pour terminer, quel message souhaitez-vous livrer et à la population et aux nouvelles autorités de la transition? En tout cas, quel est votre message pour finir, vraiment? Le message que j'ai à lancer, c'est de nous réunir autour de la patrie. D'accord. Pour la défense de la patrie, on doit se dire qu'on a un seul pays commun. Le Niger. Le Niger. D'accord. Nous devons mettre l'accent pour que le Niger puisse être aussi un État développé. Très bien. Un État développé, en tout cas, ce n'est pas exclu. D'accord. On a toutes les richesses naturelles dans notre pays. Oui. Nous avons le capital humain, donc des spécialistes dans différents domaines. Voilà. Et donc l'État ou bien les nouvelles autorités doivent accompagner toutes les couches pratiquement socio-professionnelles. D'accord. Voilà. Donc avant de finir, permettez-moi d'ajouter un mot. Oui. Pour bien mobiliser, on a également besoin de ressources. D'accord. Là, il faut être clair. Très bien. Et quelles sont ces ressources? C'est les ressources humaines. Humaines, voilà. Actuellement, il y a 2 concours qui sont en instance. Oui. Au ministère des Finances. D'accord. Le concours de 831 agents pour le compte du ministère des Finances. Oui. Et le recrutement des auxiliaires. D'accord. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas recruté à la DGI depuis 2018. Ah, oui. Si on peut, disons, pratiquement renforcer l'effectif de la DGI, je pense qu'on peut relever les défis. C'est nécessaire. Les camarades sont partis à la retraite, il y a eu des décès, des départs, etc. Donc il faut que l'État ait une continuité, qu'on arrive à songer à ça. Pour avoir des ressources humaines. Effectivement, pour espérer avoir des ressources. Effectivement. Très bien. Et appuyer également les services en matériel roulant. D'accord. Parce qu'il y a des services qui n'ont pas de véhicules. Donc il faut la logistique, effectivement. Très bien. D'accord, merci. D'accord, merci, monsieur le sujet. Monsieur... Oui, monsieur Tiemogo. Oui, rapidement, mon dernier mot, c'est que il y a eu pêle-mêle des idées sous forme de chantier qui ont été avancées ici, à court, moyen, long terme. Alors, moi, ce que je préconise aux nouvelles autorités, c'est de voir par grande thématique réunir des spécialistes, 5 à 7, vraiment en comité restreint, 5 à 7 par grande thématique, et essayer d'approfondir la réflexion et de pouvoir peaufiner une sorte de plan d'action. D'accord. OK, avec des moyens conséquents et un deadline, et donc un planning. D'accord. Alors, pour le budget, je reste optimiste que la DGI peut mobiliser plus que ce qu'elle mobilise aujourd'hui. D'accord. Parce que tout simplement, ou on ne leur accorde pas les moyens, ou on leur empêche, on leur met. Moi, je suis certain que les recettes, impôts et douanes peuvent être multipliées par 2. Très bien. Ils vont permettre la gestion de cette transition. Donc ça peut nous permettre de financer tout ce que la transition aura arrêté comme grande action. D'accord. Ça, c'est la première source de financement. La deuxième source de financement, eh bien, c'est ce que nous aurons à recouvrer, comme récupérer sous les dossiers d'indélicatesse financière. Qui sont là. Il n'est pas question que moi, je paye l'impôt et que ça prenne la destination de la poche d'autrui. D'accord. Ou encore, qu'on surendette mon pays
on parle de 5 000 milliards, d'aucuns parlent de 8 000 milliards. 5 000 milliards de francs CFA d'endettement. Je ne sais pas en termes d'encours ou de cumul depuis les 12 ans, je ne sais pas. Bon. De toutes les façons, à ce niveau, il y aura un état de lieu, ça c'est sûr, pour clarifier toute cette situation. Donc, il faudrait que vraiment qu'on puisse faire rentrer le pays dans ses droits. Très bien. Troisième piste de mobilisation de ressources, c'est ce que j'appelais la contribution libre et volontaire de chacun des Nigériens. Moi, je suis disposé, dans la mesure de mes possibilités financières, si c'est 20 000, si c'est 10 000, il faut ouvrir une caisse de solidarité. Il faudrait que tout de suite, on mobilise les moyens pour chasser les djihadistes sur nos frontières. Très bien. Ça, c'est la priorité des priorités. Le reste suivra. D'accord. Et je reste confiant que... Mais imaginez, à un moment quand on voulait... je ne sais pas, le doyen des juges ou quoi a réclamé 20 millions pour ouvrir un dossier, ouvrir le dossier par rapport à une chose. Mais les gens étaient disposés tout de suite. Alors je reste confiant que devant l'enjeu, et vu la forte mobilisation observée, donc exceptionnelle, de budget au coup d'état de Salou Jipo, on n'a jamais vu ça. Donc moi, en tant que citoyen, je suis disposé à participer financièrement pour cette caisse de solidarité. Si d'aucuns peuvent le faire en nature également, eh bien, ces contributions sont la bienvenue. Merci, M. Tchimou. Merci, Koudizé. Oui, non, je pense que nous avons déjà fait le tour d'horizon. Moi, mon souhait, c'est que, véritablement, le Premier ministre choisisse les hommes qu'il faut pour que les gens puissent l'accompagner. Personne ne doute de sa compétence. Ça, c'est sûr. De sa probité. Voilà. Maintenant, il ne faudrait pas que la clameur de la rue l'amène à choisir des gens dont il ne connaît pas les compétences et qui peut-être au bout de quelques semaines ou quelques mois vont révéler leur véritable nature. Donc moi je me dis en tout cas que pour le moment il a un certain crédit auprès de la population. Les cartes en main. Oui, il faut qu'il ait d'abord les cartes en main, mais il faut surtout qu'il ne se trompe pas dans le choix des hommes. Très bien. Merci. Oui, professeur, on finit avec vous. Je vais dire peut-être, je vais, au risque de me répéter, je pense que là, ce que Bounty a dit, c'est vraiment cela. Et on a eu la chance de faire un choix judicieux du Premier ministre. Très bien, ça tout le monde le dit depuis si ce Premier ministre bénéficie de la confiance du CNSP, et on lui donne les coudées franches, il a les coudées franches pour choisir son équipe, moi je pense que c'est sûr que l'administration sera dépolitisée et le pays sera lancé. Parce que ce monsieur-là, ce n'est pas le genre des personnes qui tâtonnent. Et c'est un monsieur qui prend le temps de décider. En tout cas, on l'a vu. D'analyser, d'analyser les choses. C'est-à-dire, si je me permets, c'est pas que je le connais comme ça. Moi, je ne l'ai jamais connu. Mais beaucoup l'ont vu à l'œuvre. Sous le régime de Tanja, ils ont vécu. Les derniers trucs, tout le monde a vu. Et moi, je suis bien placé pour le dire. J'ai vu qu'il a complètement renverser les tendances de cette économie. Et avec quels moyens? Avec des moyens dérisoires. Alors, le dernier vœu que je vais appeler, il faut que le CNSP donne déjà des signaux forts. Par exemple, en matière de le prix du pétrole, le prix de l'essence. Oui, il faut quand même, si les gens sont adhèrent, il faut aussi les récompenser. Et si on dégrève d'un tout petit peu le prix du litre à la pompe, vraiment les gens, ça va beaucoup soulager les souffrances des Nigériens. Parce qu'actuellement, il y a l'embargo. Il y a l'embargo sur le Niger. Si encore les gens doivent payer l'essence très cher pour se mouvoir, ça va être de trop. Et l'impôt foncier là, je crois qu'il faut prendre l'impôt auprès de ceux qui sont propriétaires des maisons et non des locataires. Parce qu'il y a eu un abus, il faut là aussi le corriger de toute urgence. Parce que qui récupère l'impôt, c'est la Nigélec. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que c'est conforme à la loi? C'est vrai, ça augmente vos ressources, mais de l'autre côté, ça crée beaucoup de désagréments aux Nigériens, aux contribuables. Donc, moi je pense que s'il y a l'impôt domanial à percevoir, à lever, ou l'impôt foncier à lever, il faut aller vers les propriétaires et faites l'effort d'identifier les bailleurs là, ceux qui sont véritablement les propriétaires,
et il les taper. D'accord. Voilà, c'est sur ça que merci, professeur. On va s'arrêter là. Oui. Par rapport à l'impôt foncier, effectivement, c'est au propriétaire de s'y porter. Celui qui a l'immeuble, en fait. Quoi. Très bien. Voilà, donc c'est un peu la précision. Merci pour la précision. On va s'arrêter là, en espérant se retrouver un peu plus tard pour commenter effectivement la situation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous est pris dès demain pour un nouveau plateau. Excellente soirée à tous. Au revoir.